Chapitre 7. Vitesse 850 km/h et un capitaine très drôle. Il faisait régulièrement des blagues jouant sur les peurs typiques des passagers. Humour russe. Je me suis retrouvée dans l'avion à côté de cet homme. J'étais très mal à l'aise. Durant des longues années, je détestais l'alcool. Maman m'a dit que mon père buvait, qu'il était alcoolique. J'accusais cette substance d'avoir créé tant de malheurs dans ma vie, tant de souffrances inutiles. J'avais peur qu'éventuellement l'alcool ait tué mon père, qui sait. Aussi, l'espérance de vie d'un homme est très basse, 55 ans, dit la statistique. D'un homme qui boit, c'est encore pire. Il suffit de ne pas trouver la maison le soir, après avoir trop bu, de s'endormir sur un banc et voilà qu'on retrouve un cadavre congelé au petit matin. Mon voisin sentait très fort l'alcool. Il avait des cheveux gras et des vêtements froissés. Peur au ventre, j'évitais de le regarder. Jean-Pierre avait une place beaucoup plus loin. Je n'ai même pas cherché à changer de place, pensant que personne ne viendra s'asseoir volontairement à côté de mon voisin Sergueï. Le visage de Sergueï était triste. Ivre, il parlait tout seul, d'abord très fort, et puis petit à petit il s'est calmé. Il m'a posé des questions, d'où je venais, ce que je faisais dans la vie, si j'avais des enfants. Et puis il m'a raconté son histoire personnelle. Il paraissait comme un enfant, un petit garçon perdu dans cette trop vaste vie. J'ai appris qu'il revenait de Moscou où il avait rendu visite à un ami. Son travail sur les stations pétrolières était dur. Il gagnait beaucoup d'argent qu'il envoyait à sa femme et son fils. Il m'a confié que sa femme ne voulait plus le parler et son fils, qu'il n'arrivait pas à élever à la fois à cause de son travail et aussi parce que sa femme ne voulait absolument pas que le garçon le voie dans ces états. Un mauvais exemple pour ces petits êtres innocents. Sergueï était plus calme, mais 4h20 peuvent paraître beaucoup plus longues si on doit les passer en compagnie peu appréciée. Je me suis levée pour bavarder un peu avec Jean-Pierre. Un homme, m'entendant parler français, a dit à son voisin « Смотри, девка не русская » « Regarde, une nana pas russe ». Ce n'était pas vraiment délicat, un peu condescendant par son ton, et j'ai sauté sur l'occasion. Avec mon russe presque parfait, je lui ai dit « Vous savez, je suis russe justement. Simplement, j'ai vécu 25 ans à l'étranger et c'est la première fois que je reviens dans le pays. Je suis très gênée par mon voisin qui est alcoolisé. Je n'ai pas du tout l'habitude. Auriez-vous peut-être la gentillesse de changer de place avec moi? Vraiment, je ne sais pas quoi faire d'autre. » Il était absolument coincé. Il ne pouvait pas dire non. Dans tous les cas, quelque chose me disait que j'avais une grande chance. Et voilà que le reste du vol, j'ai dormi sur l'épaule de Jean-Pierre. Parfois, je suis une grande manipulatrice, j'avoue, mais innocemment. Lorsque j'étais plus jeune, j'étais championne, une excellente manipulatrice. J'ai même réussi à vivre avec un manipulateur. Et comme j'étais plus forte et plus fine, je le gagnais nettement. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle notre relation n'a duré que 2 ans. C'était une relation passionnée, puissante, pleine de projets réalisés. Et je me suis presque amusée jusqu'au jour où tout cela n'était plus possible pour moi. J'ai changé. D'être authentique, directe, sincère, me plaisait plus.
Et de cette manière, en janvier 2015, j'ai quitté le triangle de Karpman et Michael aussi. Merci Michael pour cette relation richissime en apprentissage et remplie d'amour doux. Tout comme à la recherche de père, je suis à la recherche d'un homme. Peut-être je ne sais pas ce que je veux. Pourtant, mon cœur le désire. Peut-être j'ai des exigences trop élevées. Peut-être mon entourage a raison. J'entends souvent les gens me dire que ce que j'espère n'existe tout simplement pas. Pourtant, ce que je veux est simple, l'amour. Nous avons atterri dans ma Sibérie natale, à Krasnoyarsk, le 30 décembre à 10 heures. Une grande ville, plus d'1 million d'habitants, le centre administratif de la Sibérie centrale, où chaque élève de ma classe rêvait d'aller étudier à mon époque, le pic de la réussite. Le reste s'étend sur la surface de 2 34 000 km² et dans tous les villages réunis, il y a seulement 1,5 million d'habitants. Petite, j'aimais aller en vacances chez une amie de maman dans cette capitale de notre Sibérie. C'était absolument magique de sortir de ma campagne profonde et retrouver le centre de la civilisation. J'étais présentement à 500 km de la neige et du froid, du lieu où j'ai grandi. Je suis sortie, trop innocente, de l'aéroport. J'ai inspiré. L'air était tellement froid que j'ai cru avoir brûlé ma gorge et mes poumons. J'avais terriblement mal, je toussais, saisie de peur. On m'a vite poussée dans la voiture et il faisait moins 36 degrés ce jour-là. Bienvenue dans la réalité sibérienne. Je me suis demandé un court instant pourquoi je suis venue là dans cette période si froide. Déposée à l'hôtel, j'ai vu les prix qui étaient aussi élevés qu'en Europe. J'ai constaté qu'en cette période de fête, il n'y avait pas de bus pour se rendre chez moi. Jean-Pierre m'avait prévenu, les gens faisaient la fête. Lui, il restait dans cette ville avec ses nombreux amis. Il y avait la possibilité de prendre un taxi. J'ai réfléchi. J'étais toujours pressée de les revoir tous. Le taxi était au même tarif que le vol aller-retour, 450 €. Mais plus de chauffeurs qui étaient prêts à faire cette longue route. Je n'ai pas regretté d'être restée 2 jours avec Jean-Pierre. Nous sommes allés au ballet Spящая красавица, la belle au bois dormant, le 31 décembre à 14h30, ayant acheté les 2 dernières places la veille. Je n'ai gardé un merveilleux souvenir. Puis, il y a eu la sortie avec ses amis dans une bagne. Tradition russe, un mélange de sauna et d'hammam. À mon époque, on ne se lavait qu'une fois par semaine. Maintenant, c'est devenu un plaisir plus qu'une nécessité d'hygiène. Chaque maison individuelle à l'époque possédait cette maisonnette en bois massif au fond de la cour, chauffée au bois pour se laver. En hiver, on allait se rouler après dans la neige ou s'arroser avec l'eau glacée pour stimuler la santé. Je n'ai jamais aimé cette procédure assez brutale. Il existe des bagnas publics. En plus d'être un lieu de détente et de santé, c'est un lieu de socialisation entre amis et en famille. Si vous y allez en Russie, il faut absolument se laisser tenter par ce rituel du chaud-froid et aussi ce massage vigoureux procuré par des tapotements avec des jeunes branches séchées de bouleau. Ce balai améliore la circulation sanguine. Cette tradition profondément enracinée est née dans une colonie de Vikings près de Novgorod.
Les Russes croient se nettoyer le corps et l'esprit durant ces 2-3 heures et je reste un peu sceptique. Souvent, ils mangent beaucoup trop, ils boivent trop. Aujourd'hui, la Banya est devenue un endroit où les hommes d'affaires se retrouvent, un lieu de détente idéal pour conclure ou bien fêter une affaire, un peu comme le golf en France. D'autres marchés sont conclus de ces endroits. Un lieu très connu où les hommes viennent pour passer un bon moment avec les femmes. Dans les cabines privées, il y a des endroits où ce service est même inclus. Valenki. J'avais honte de porter ces chaussures. C'est ce qu'il y avait de moins cher. Il est vrai qu'elles tenaient vraiment chaud sur la neige, quelle que soit la température, impressionnant comme invention, faite du reste de laine de mouton qui n'était pas utilisable pour tricoter des pulls, écharpes, moufles, chaussettes. Et vous avez les photos à chaque fois quand je lis un nouveau passage. On les trouvait en 3 coloris, noir, marron et blanc. Avoir une paire d'une autre couleur que noir était déjà un rêve inaccessible pour moi à l'époque. Je n'ai porté que des noirs. La droite était comme la gauche, faite dans le même moule, raide au début. J'avais des ampoules. Elles s'ajustaient aux pieds petit à petit. La semelle s'usait assez rapidement. Elle devenait d'abord fine et puis trouée. À ce stade, on ajoutait une semelle découpée d'une autre vieille paire en la cousant à la main dessous. Avec des galoches en caoutchouc par-dessus, ces chaussures étaient portées même lorsque la neige commençait à fondre, mais aussi pour tous travaux un peu salissants, comme avec les animaux à la ferme, sur les chantiers. Ces valenki étaient une véritable solution. Aujourd'hui, leur design a beaucoup changé. Ils sont décorés, colorés, magnifiques. On peut les commander sur Internet. La Mongolie est le leader sur le marché. Certains modèles se portent très bien comme chaussons à la maison, surtout si vous vivez dans une grande maison ou peut-être dans un climat humide ou froid. Vous allez être enchanté de glisser vos pieds dans ces pantoufles. Ce sont les chaussures traditionnelles russes en feutre. Ils sont un symbole même clé de l'habillement traditionnel en Russie. Il y a même une chanson très très connue de tous les Russes. Valenki, Valenki, не подшиты старенькие. Pour écouter la suite, cliquez sur la playlist dans la description et venez écrire votre histoire avec nous en stage d'écriture.